Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, le déni du président ukrainien en visite express en Afrique du Sud. Volodymyr Zelensky semble se bercer d'illusions, prolongeant un conflit toujours meurtrier. Nous reviendrons ensuite sur la question du Groenland alors que Donald Trump a renouvelé ses vues sur le territoire. Et enfin, nous évoquerons l'état de dégradation des communes qui n'ont plus les moyens d'entretenir leurs routes. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit et que le plan de paix de Donald Trump se fait toujours attendre, le président Zelensky s'entête et semble se placer dans une posture jusqu'au boutiste, condamnée à l'échec. Маємо говорити про Крим, про наші суверенні території тощо. Ми заходимо в формат, якого і хоче Росія, затягування війни, тому що швидко домовитись про все не вийде. І Україна не визнає юридично окупацію Криму. Нема про що говорити. Це поза нашою Конституцією. Це наша територія. Територія народу України. Ми не можемо просто, а чому би ні? Inflexible, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenu à rappeler son attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine conformément à la constitution de son pays. Une position qui semble de plus en plus en décalage avec la réalité du terrain. Le chef d'État semble s'enfermer dans une posture sans issue et mortelle pour son pays qui pourrait bien perdre encore plus. Continuant ses pérégrinations pour chercher des soutiens, il s'est rendu en Afrique du Sud à Pretoria mercredi pour une visite historique puisque c'est la première d'un président ukrainien en Afrique, mais également inédite puisque Pretoria a changé de position dans le dossier ukrainien. L'Afrique du Sud, sous la présidence de Cyril Ramaphosa, avait jusqu'à récemment maintenu une posture ambivalente, qualifiant Moscou d'allié précieux lors du sommet des BRICS en octobre 2024. Cependant, les pressions internationales et le rafraîchissement des relations avec les États-Unis de Donald Trump, qui dénonce les exactions du pouvoir sud-africain contre les Blancs, semblent avoir eu raison du positionnement initial de l'Afrique du Sud. Ainsi, il y a 2 mois, le pays a voté une résolution de l'ONU condamnant l'invasion russe et réaffirmant l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Un revirement qui n'a cependant pas fait couper les ponts avec le Kremlin. Volodymyr Zelensky, conscient de l'influence de l'Afrique du Sud au sein du G20 et en Afrique, a cherché à capitaliser sur ce changement pour renforcer la coalition internationale en faveur de l'Ukraine. Reste que si l'Afrique du Sud pèse un peu en Afrique, elle ne sera pas d'une grande utilité dans les négociations avec Washington et Moscou. Ce déplacement, interrompu par des attaques russes sur Kiev, illustre l'incapacité du président ukrainien à stabiliser son pays et sa fuite en avant pour repousser l'inéluctable, une fin de conflit aux conditions défavorables. Sur le terrain, la situation est critique. Les frappes russes comme celle du 24 avril avec 215 missiles et drones ciblant Kiev, Kharkiv et d'autres régions démontrent la supériorité militaire de Moscou. La Russie contrôle désormais des positions significatives des oblasts de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhia acquis en 2022 et consolide ses positions notamment autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. L'Ukraine, de son côté, s'épuise, les pertes humaines et matérielles s'accumulent et le soutien international, notamment américain, montre des signes de fatigue, ce qui ne doit pas arranger le moral dans une population éprouvée par plus de 3 années de guerre. Volodymyr Zelensky, en s'accrochant à l'idée d'une victoire totale et en refusant de céder des territoires, prolonge une guerre qui risque de détruire ce qu'il reste de son pays. Cette intransigeance est particulièrement critiquée par Donald Trump qui, depuis son retour au pouvoir, pousse pour une solution plus pragmatique, notamment en gelant les lignes territoriales actuelles. Une attitude pacifique qui n'empêche cependant pas les États-Unis de continuer d'aider Kiev à la guerre clandestine en territoire russe notamment, à en croire les informations publiées par Intelligence Online. Le chef d'État ukrainien, lui, tente de maintenir sa légitimité politique et d'éviter des concessions territoriales qui fragiliseraient son pouvoir. Il est soutenu dans son déni par ses alliés occidentaux européens qui ont suivi les États-Unis de Biden et se retrouvent désormais esselés. Aujourd'hui, même jusqu'en commission au Sénat, des voix s'élèvent pour sortir de ce déni. Ce fut le cas il y a 3 semaines avec l'intervention de l'historien et professeur Stéphane Audouin-Rousseau. Aujourd'hui, enfin, et c'est évidemment, je le dis avec beaucoup de peine et même de douleur, car je suis un fervent partisan de l'Ukraine depuis le début de cette guerre, aujourd'hui, il me semble que nous sommes confrontés au déni de défaite ukrainienne. Et cette défaite ukrainienne, notre rhétorique, l'éloigne de nous autant que nous le pouvons, avec vigueur, parce qu'évidemment, derrière cette défaite, c'est notre défaite que nous ne voulons pas voir.
Les régions occupées par la Russie ne seront pas reprises. La proposition de Donald Trump, bien que douloureuse pour l'Ukraine, semble offrir une unique voie vers la paix, préservant des vies et permettant une reconstruction. Sortir du déni et mettre fin à un conflit qui n'a que trop duré semble désormais inéluctable. Plus tôt le président ukrainien l'admettra, plus tôt cette guerre européenne prendra fin. Le Groenland Eldorado du pôle Nord. À peine de retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a renouvelé ses vues sur le territoire danois. Une belle prise qui assurerait aux États-Unis une continuité territoriale en plus d'une ouverture sur l'Arctique. Explication Édouard Chanon. Trump veut le Groenland quoi qu'il en coûte. Le 10 avril dernier, le New York Times révélait que le président américain envisageait de donner $10 000 à chacun des 57 000 habitants du territoire danois pour qu'ils passent sous pavillon américain. Selon Donald Trump et ses proches conseillers, l'île n'est ni plus ni moins qu'une priorité absolue en termes de sécurité et de ressources. Le président estime d'ailleurs que le Danemark et de facto l'Europe ne sont pas capables d'assurer la zone face au transit de plus en plus dense des navires russes et chinois. À plus forte raison que les températures plus clémentes et la fonte de la calotte glaciaire permettent désormais une circulation navale accrue. Face à cette évolution, Trump ne veut pas être pris de court, comme l'explique le géopolitologue Pierre-Emmanuel Thoman, docteur en géopolitique et fondateur du site Eurocontinent. Même si la nouvelle administration de Donald Trump estime que nous entrons dans un monde multipolaire et les États-Unis acceptent une forme de multipolarité, ils se positionnent toujours en héritage des doctrines géopolitiques anglo-saxonnes pour maîtriser l'Eurasie, et le front arctique est un élément important donc dans la maîtrise du territoire, mais aussi des enjeux évidemment économiques, géoéconomiques derrière. Des ambitions qui n'ont pas échappé à Vladimir Poutine, qui nourrit les mêmes. Fin mars, ce dernier leur a consacré une conférence à Mourmansk dans le Grand Nord, rappelant les velléités américaines nourries depuis 2 siècles. Le président russe estimait aussi que son pays était la plus grande puissance de l'Arctique, œuvrant pour une coopération égalitaire dans la zone. Une forme de pacifisme néanmoins chamboulée par l'entrée de la Finlande puis de la Suède dans l'OTAN. Vladimir Poutine a d'ailleurs estimé que l'Alliance avait fait du Grand Nord un tremplin pour d'éventuels conflits. Lorsqu'on regarde une carte, aujourd'hui, c'est la Russie qui est en mesure de contrôler largement l'Arctique, avec la fonte de la glace, le nouveau passage du Nord. Et donc les États-Unis, qui ont déjà l'Alaska, qu'ils ont acheté à la Russie d'ailleurs au XIXe siècle, en s'appropriant le Groenland, ils élargissent leur zone de contact en Arctique pour faire front avec la Russie et la Chine, qui est aussi intéressée par la route du Nord pour arriver en Europe par une route plus courte, et surtout si elle est bloquée par le sud, par l'Indo-Pacifique et le Pacifique. Et si Pierre-Emmanuel Thoman n'exclut jamais le pire, il croit davantage en une rivalité qu'en une escalade. À court terme, personnellement, je crois que les États-Unis essayent d'éviter un choc frontal, mais poursuivent une stratégie de maîtrise du territoire en rivalité, évidemment, avec la Russie et la Chine. La rivalité va se poursuivre, le conflit indirect va se poursuivre. Car le jeu en vaut la chandelle. La zone est dotée d'un potentiel économique considérable. Avec leur flotte de brise-glace à propulsion nucléaire permettant d'ouvrir les 5600 km de routes maritimes du nord vers l'Asie, les Russes ont quelques coups d'avance. 38 millions de tonnes de cargaison ont été acheminées l'année passée sur cette voie alternative au canal de Suez et à la mer Noire, partagée avec les puissances occidentales rivales. La Chine, bien sûr, essaie aussi d'avancer. Xi Jinping a déjà ses ambitieuses routes de la soie et partage avec Moscou le besoin de créer une mondialisation alternative. Une commission sino-russe a été créée en 2024, mais ses travaux restent pour l'heure confidentiels. La confrontation entre la Chine et les États-Unis est la toile de fond indissociable du problème groenlandais. Après avoir initié un bras de fer douanier contre Pékin pour relancer l'industrie américaine et réduire les importations de l'Empire du Milieu, Trump sait qu'il doit trouver des approvisionnements alternatifs en métaux rares. La Chine contrôle 70% de la production mondiale de ces ressources indispensables aux nouvelles technologies. Or, les analyses s'accordent pour dire que le potentiel du Groenland est énorme. Selon la société minière britannique 80 Mile, l'île renfermerait 20 à 25% des réserves mondiales. Désireuse de maintenir sa position dominante sur le marché, la Chine a tenté d'investir au Groenland dans un projet d'exploitation, projet rejeté en 2021 par la population.
Reste à savoir si celui de Trump séduira davantage les Groenlandais. Car si le gouvernement danois ne veut absolument rien entendre, ses ambitions américaines interviennent alors que le parti indépendantiste Nalerak est arrivé deuxième aux élections législatives en mars dernier avec 25% des suffrages, talonnant le Parti démocrate et ses 30% de voix. Selon les études d'opinion, 85% des Groenlandais s'opposeraient pour l'instant à un rattachement aux États-Unis, mais Trump a déjà fait du Trump. Il leur a promis de rendre le Groenland riche et de les emmener à des sommets jamais imaginés. Les routes se dégradent et les communes n'ont plus les moyens de les entretenir. Pendant ce temps, l'État encaisse des milliards d'euros grâce à ces infrastructures en reversant quelques miettes aux collectivités. Renaud de Bourleuf. La France fait fausse route. Mardi, l'Association des maires de France a lancé l'alerte. Les communes n'ont plus les moyens d'entretenir le réseau routier. Un problème alors que la dégradation s'accélère. Des nids de poules, des bouts de route qui s'effondrent, des éboulements, des glissements de terrain à cause de la chaleur ou des fortes pluies. Des problèmes mettant en danger les usagers. En effet, près de 90% des déplacements sont réalisés en voiture. Les motards aussi s'emparent du problème. À Pâques, à divers endroits du territoire, des membres de la Fédération française des motards en colère ont déposé des œufs de Pâques dans les nids de poules pour protester contre l'état des routes. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 30% des accidents mortels sur la route sont dus à un problème de voirie, à des chaussées déformées ou à des défauts de signalisation. L'Institut ajoute, je cite, qu'améliorer la sécurité de l'infrastructure, c'est contribuer à la baisse globale de l'accidentalité. Mais le coût global d'entretien des routes revient à 15 milliards d'euros par an pour les communes, qui gèrent également plus de 120 000 ponts, dont 30% nécessitent des travaux. Rappelons que les municipalités gèrent 717 000 km de routes, soit 65% du réseau routier français. L'État n'a à sa charge que 11 000 km d'autoroutes, soit environ 1% du réseau. Or, sur l'ensemble du réseau, l'État encaisse 45 milliards d'euros par an. Taxes sur le carburant, péages, amendes. Mais Paris ne reverse qu'1 milliard aux communes pour 717 000 km de routes et 120 000 ponts. Le député RN du Var, Philippe Schreck, est conseiller municipal de Draguignan, une commune d'environ 40 000 habitants en milieu rural. Il revient sur le déséquilibre entre État et collectivités. Il y a un déséquilibre et ce déséquilibre est d'autant plus patent et remarquable qu'on transfère beaucoup sur les collectivités territoriales et sur les mairies les obligations. Moi, dans le Var, j'ai des communes qui sont totalement étouffées par les pénalités sur leur dotation globale de fonctionnement, sur le fait que des objectifs SRU, logements sociaux, sont non atteints. Donc c'est vrai que le cumul fait que on est sur des murs d'investissement et que manifestement les communes, voire même les collectivités territoriales, ne pourront pas entretenir tel qu'il est le parc routier. C'est certain, et la voirie en général. Ce poids est variable d'une commune à l'autre selon la taille, mais aussi selon leur situation géographique. Les communes rurales, par définition, ont des réseaux très étendus et peu d'habitants, donc peu de rentrées fiscales. Et nous le voyons dans beaucoup d'endroits. Donc il y a une injustice également territoriale et cela renvoie au problème dans la ruralité du recul de tous les services publics, les réseaux, l'alimentation en eau, la médecine, la sécurité, la poste. Donc la problématique évoquée est d'autant plus forte que les communes sont situées dans la ruralité puisqu'elles ont des réseaux étendus et de faibles ressources pour les entretenir. Des sujets qui devraient être abordés avec le ministre des Transports Philippe Tabarot dans le cadre de la conférence nationale sur le financement des mobilités, Ambition France Transport, qui doit se tenir début mai. Les représentants de l'Association des maires de France n'ont pour l'instant pas été reçus par le ministre, alors qu'ils en auraient fait la demande depuis plusieurs mois. Reste à savoir si l'État va maintenant prendre en charge le problème. Au niveau national, il n'y a plus d'argent. Il n'y a pas de volonté d'économie structurelle au niveau de l'État. Donc on abandonne des sujets dans la mesure où ce n'est pas des sujets d'urgence instantanée. La dégradation des réseaux et des voiries, c'est quelque chose qui arrive sur le temps. Sur un temps moyen ou sur un temps long. Donc dans la mesure où c'est un temps moyen et sur un temps long, l'État, dans ce sujet comme d'autres, met la poussière sous le tapis. C'est pas que l'État ignore la situation, c'est que l'État ne la gère pas comme d'autres problèmes de la ruralité ou des collectivités territoriales. Passons à présent à l'actualité en bref en France. L'épidémie de chikungunya sévit à La Réunion. 3 nouveaux décès ont été recensés mercredi, portant le bilan à 9 morts selon Santé publique France. Les victimes, âgées de plus de 70 ans avec comorbidité, sont décédées entre le 10 mars et le 6 avril. 9 décès, dont celui d'un nourrisson, sont en cours d'investigation. Avec 39 000 cas confirmés depuis janvier, l'épidémie se stabilise à un haut niveau de transmission. Du 7 au 13 avril, 350 passages aux urgences, soit une augmentation de 21%, ont été constatés et 4 304 cas ont été recensés.
Parmi 261 hospitalisations, la moitié concerne des plus de 65 ans. Une campagne de vaccination avec 40 000 doses d'IXCHIQ a débuté, mais seulement 3 000 personnes seraient vaccinées. Voiture électrique, l'arnaque se referme. La carte grise des véhicules électriques devient payante dès le 1er mai, sauf dans les Hauts-de-France. Les propriétaires de véhicules électriques à hydrogène devront payer la carte grise, mettant fin à une exonération en vigueur depuis 2022. La loi de finances 2025, visant des économies budgétaires, permet aux régions de décider d'une exonération totale ou partielle. Toutes, sauf les Hauts-de-France, ont ainsi choisi de supprimer cette exonération. Dans cette région, seuls 13,76 € de frais fixes sont requis grâce à une politique fiscale attractive. Victoire pour une certaine liberté scolaire. Mercredi, le tribunal administratif de Lille a décidé de rétablir le contrat de l'établissement scolaire musulman Averroès. Le groupe scolaire, situé à Lille, avait perdu son contrat d'association avec l'État en décembre 2023. Étaient mis en avant des soupçons de financement illicite par des structures proches des frères musulmans, ainsi que la présence d'ouvrages contraires aux dites valeurs de la République. Dans un rapport d'octobre 2023, la préfecture du Nord avait évoqué un cours d'éthique musulmane présentant un ouvrage promouvant la peine de mort en cas d'apostasie ou la séparation des hommes et femmes sur le lieu de travail. Selon le rapporteur public, des manquements existaient, sans pour autant justifier une résiliation de contrat. Il n'y aurait aucun élément probant sur l'utilisation des ouvrages controversés. Avec la fin de son contrat, le lycée Averroès avait augmenté ses frais d'inscription. En conséquence, le nombre de ses élèves avait presque diminué de moitié. Le rétablissement de son contrat apparaît pour la direction de l'établissement comme une satisfaction. Reste à savoir si l'Éducation nationale fera appel de la décision. De la viande halal pour les judokas. Le député RN Tiffany Joncourt dénonce une subvention accordée par la mairie d'Hiver Droite de Chassieux, dans le Rhône, à un club de judo. Ce dernier souhaite organiser un événement proposant exclusivement de la viande halal. Selon le député, cette initiative sortirait du cadre de la laïcité en favorisant un événement communautaire qui exclurait la majorité non musulmane de la ville de Chassieux. La marine marchande dans la tourmente MeToo. 5 plaignantes ont porté plainte contre plusieurs hommes et l'entreprise Genavir pour des faits d'agression, de harcèlement sexuel et moral survenus entre 2015 et 2019. Le procès mêle des cas d'apparence grave à d'autres où les accusations semblent plus fragiles. L'un des prévenus a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a présenté ses excuses aux plaignantes. En revanche, le commandant d'un navire, mis en cause, nie toutes les accusations portées contre lui. Les plaignantes évoquent uniquement un regard insistant de sa part, sans rapporter de gestes ou de remarques déplacées. Ce procès complexe doit ainsi distinguer les véritables agressions d'accusations mensongères ou exagérées. L'actualité internationale en bref. Ahmed El-Shara montre patte blanche. Mardi, en Syrie, 2 dirigeants du djihad islamique palestinien ont été arrêtés à Damas. Notons que cette organisation n'avait pas pris part aux derniers affrontements opposant l'organisation Hayat Tahrir al-Sham aux forces loyalistes de l'ancien chef d'État syrien Bachar al-Assad. L'arrestation arrive très opportunément alors que le ministre des Finances syrien et le gouverneur de la Banque centrale syrienne étaient en visite à Washington en marge de rencontres avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. La terre tremble, mais pas Erdogan. Un puissant séisme de magnitude 6,2 a secoué Istanbul mercredi avec un épicentre situé en mer de Marmara, près de Silivri, une ville située à l'ouest de l'ancienne Constantinople. Ressenti dans toute la mégalopole de 16 millions d'habitants, le séisme a provoqué la panique, poussant des milliers de personnes dans les rues. Selon les autorités, aucune victime ni dégâts n'est à déplorer. Des secousses secondaires de magnitude 3,9 à 4,9 ont ensuite suivi. Les autorités nationales et locales appellent à éviter les bâtiments potentiellement endommagés. Istanbul, proche de la faille nord-anatolienne, redoute un séisme majeur d'ici 2030. La prison de Silivri, où est détenu le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, n'a pas été touchée. Le président Recep Tayyip Erdogan, mis en cause depuis plusieurs semaines par de nombreuses manifestations, ne semble lui pas ébranlé par les secousses politiques. L'automobile au crépuscule d'une crise mondiale. L'agence américaine Fitch prévoit une hausse mondiale des prix des voitures en raison des droits de douane américains de 25% sur les véhicules et pièces importées en vigueur depuis avril 2025. Ces surtaxes pourraient contraindre les constructeurs à répercuter les coûts, mais certains peineront à couvrir ces 25%, entraînant des ajustements douloureux dans leur plan de production et de vente. Fitch prévient que les marges des constructeurs pourraient fortement diminuer en 2025. Aucun n'échappant à une possible baisse de la demande. Le groupe franco-italo-américain Stellantis juge ces droits douloureux et menaçants pour les industries automobiles américaines et européennes face à la concurrence chinoise. Ce soir, immédiat, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.